Bienvenue Mbongo sont tous deux panafricanistes et écrivains, auteurs du Tribunal inattendu et de Maintenant l'Afrique, enjeu prophétique et historiographique du réveil africain. Mais si l'un est pasteur, l'autre, par contre, Obabenga Kosso, ne croit pas aux églises et moins encore en Dieu. Panafricaniste, que pense-t-il du leadership du continent noir alors que la planète Terre vit des bouleversements qui repositionnent et changent l'équilibre des forces? Bonjour Obabenga Kosso, bonjour Serge, bienvenue Bongo. Bonjour. L'actualité, nous le savons, c'est la crise au niveau de l'Ukraine. Sinon, on parle de l'invasion russe, on parle de guerre, on parle d'occupation. Et au-delà de ces débats, on se pose des questions, beaucoup, dans les milieux chrétiens, milieux dans lesquels est ou sort le pasteur Bienvenu Mbongo. On se dit ce sont les signes de la fin des temps, c'est les prophéties de Dieu qui s'accomplissent. Mais du point de vue géopolitique, on regarde plutôt la chose autrement. On se dit l'Afrique aujourd'hui, comme le thème nous l'indique, est-ce que maintenant ce n'est pas l'Afrique? Est-ce que maintenant l'Afrique ne peut pas essayer de se positionner, de dire un mot alors que tout semble chanceler un peu du côté des Occidentaux? Comme je l'ai dit, l'équilibre de force a bousculé dans ce sens-là. Quel est votre commentaire par rapport à tout ça? La parole à qui veut la prendre? Honneur à mon frère qui a écrit. Merci. Une fois de plus, je vous remercie, monsieur le chef de Diaz et toute l'équipe du studio 210. Bon, c'est pour ce qui nous concerne un couronnement, comme qui dirait, parce que nous sommes en train de vivre l'accomplissement de ce que nous avions annoncé à travers cet ouvrage qui est paru en novembre de 2016 aux éditions L'Harmattan. Et évidemment, les guerres peuvent être comprises comme un signe des temps de la fin, parce que c'est un des signes qui avait été indiqué par le Christ pour annoncer la fin des temps. Mais quand vous verrez cela, il avait prévenu, ce ne sera pas encore la fin. Donc, il ne faut pas aller très vite, trop vite en besogne, comme on dit. Il y a encore des choses à faire avant la fin. Il faut plutôt regarder cela comme une récomposition de l'échiquier international. Donc, dans le cadre géopolitique, on est en train d'aller ou de vivre, comment je vais appeler ça, un nouvel ordre mondial. Pas comme l'entendent certaines officines, parce qu'il y en a qui ont pensé cet ordre-là d'une certaine manière, mais nous sommes là devant les évidences. Alors, la Russie, pour coller à l'actualité, profite du vide qui est créé par le fait que l'Afrique Bon, ça se comprend. J'ai toujours donné le cas de Mandela. Quand il sort de la prison, on nous a dit qu'il est resté encore 2 ou 3 jours avec ses geôliers, parce que c'était trop beau, après 27 ans, prendre ses sacs et puis partir. Donc on peut comprendre que pour avoir hiberné pendant aussi longtemps, pendant des siècles, pour ne pas dire des millénaires, que l'Afrique ne comprenne pas que c'est à elle qu'il revient de prendre les rênes de l'histoire, parce que c'est de cela qu'il s'agit. On a vu la Russie au comble de la gloire avec ce grand empire qu'on appelait l'URSS. Donc c'est pas du nouveau. Et on ne va pas refaire du neuf avec du vieux, non. Mais si ceux qui sont censés prendre comme un système de relais 4x4, on a vu Usain Bolt souvent aller en course de fond pour terminer et donner la victoire à la Jamaïque. Mais chacun devait d'abord jouer son rôle. Mais imaginez que celui qui est censé prendre le relais refuse de prendre le témoin. Voyez-vous? Et vous pensez qu'aujourd'hui, l'Afrique, c'est le moment opportun pour l'Afrique de... Mais les évidences sont là. On est en train de voir ce qui se passe au Mali, on est en train de voir ce qui se passe en Centrafrique. C'est du jamais vu. Alors, Obabenga Kosso, vous partagez cet avis, vous pensez que maintenant l'Afrique peut le faire et comment? Alors, la première des choses que je veux dire, je suis content de voir un pasteur nous parler d'autre chose.
très sincèrement. Quand on voit les pasteurs congolais, c'est Jésus vous aime, Jésus a un plan pour vous, Dieu, etc., etc. Voilà un pasteur qui sort des sentiers battus et qui nous parle de l'Afrique, mais pas pour dire que l'Afrique doit se tourner soit vers Jérusalem, vers le Vatican ou vers la Mecque, mais que l'Afrique doit reprendre son destin en main. Parce que le grand problème qui nous préoccupe, c'est d'abord la reprise de notre propre destin. Alors, dire que maintenant c'est le temps de l'Afrique, malheureusement, je suis entre 5h et 6h du matin. Il fait un peu de nuit, il fait un peu jour. Et ça dépend des conditions que nous allons remplir, que nous devons remplir nous-mêmes pour que ce temps arrive. En toute sincérité, il a bien développé des choses. Ce qui se passe au Mali, c'est un signe très important, c'est un signal qui est très important envoyé à tous les Africains. Ce qui se passe en Centrafrique est un signal très important. Et la crise ukrainienne devrait être une opportunité pour les Africains. L'autre plus grand problème, c'est de saisir ces opportunités et de voir comment on peut les utiliser pour sortir du marasme dans lequel on se trouve. L'autre plus grand problème, c'est que nous avons des gens comme Serge Mbungu qui y pensent, qui a écrit, mais après, c'est la décision. Exactement. Qui a la capacité de décision? Vous savez, le professeur Obenga, que je citerai jusqu'à la fin de ma vie, nous a toujours dit, il faut décider. Si vous ne décidez pas, les autres décident pour vous. Exactement. On pleure aujourd'hui. Augmentation des denrées alimentaires. Qui a interdit aux Africains de pratiquer l'agriculture pour nous nourrir? On pleure aujourd'hui. Augmentation des denrées alimentaires. Qui a empêché aux Africains de pratiquer l'agriculture, la pêche? Nous avons les eaux les plus poissonneuses au monde. Comment se fait-il que le poisson soit un produit de luxe dans beaucoup de capitales africaines? Il faut décider. Donc, le problème, ce n'est pas d'écouter M. Mbungu, ce n'est pas d'écouter les panafricanistes, ce n'est pas seulement de lire nos livres, mais c'est de décider après. Très bien dit. Je vous écoute, je suis un décideur, je prends les décisions en conséquence. Parce qu'il ne suffit pas d'être entouré des conseillers diplômés des meilleures universités au monde pour avoir la science infuse. La vérité, vous en avez une partie, il en a une partie, j'ai une autre partie. C'est en assemblant ces intelligences-là, l'Ubuntu. Je suis parce que vous êtes parce que je suis. Le discours panafricaniste, certainement, n'accroche pas les décideurs. Alors, vous avez déjà, je vais être dur par contre maintenant, quand vous assistez à un spectacle de marionnettes, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez les marionnettes bouger. Mais vous ne voyez pas le fil qui tient la marionnette. Vous ne voyez pas la main qui tient la marionnette. Si vous la voyez et que vous pouvez décider, vous coupez ce fil, vous allez voir les choses changer. Quand vous voyez ce qui se passe au Mali, comment vous pouvez expliquer que depuis 1992, ce pays a régulièrement voté, mais les coups d'État continuent? C'est pour dire d'une part que le vote ne suffit pas et que quand on va aller dans le vote, il faut voir ce qu'on fait. Vous avez au Mali 43% d'hommes qui savent lire et écrire, 33% de femmes. Donc potentiellement, 67% des femmes sont hors jeu lorsqu'on parle de politique. Potentiellement, 57% d'hommes sont hors jeu lorsqu'on parle de politique. Mais lorsque ces jeunes soldats arrivent au pouvoir, se mettent à prêcher par l'exemple, se mettent à reconquérir petit à petit des pans, c'est parce qu'ils ont en eux une fibre panafricaniste. Je vous invite à vous intéresser beaucoup plus à ce qui se passe au Mali. Les soldats qui dirigent le Mali avec les civils travaillent avec des panafricanistes. Oui, le discours panafricaniste n'accroche pas les décideurs parce que les décideurs ont une capacité de décision qui est très limitée. Lorsque vous avez la capacité de décider, vous faites beaucoup plus. D'accord. Alors, aujourd'hui, Serge Bienvenu Mbungu, vous nous dites qu'il est temps, votre livre l'indique, maintenant l'Afrique. Est-ce que l'Afrique est prête aujourd'hui pour assurer ce leadership-là? Parce qu'aujourd'hui, on connaît, on le dit, la grande puissance mondiale, ce sont les États-Unis, on peut le dire comme ça. Et vous, dans vos écrits, dans votre littérature, vous nous amenez à un niveau où l'Afrique remplacera, je ne sais pas si c'est progressivement ou ça se fera d'un coup de baguette magique, prendra la place en réalité des États-Unis. Est-ce qu'aujourd'hui, l'Afrique, lorsqu'on regarde tout le continent africain en allant jusqu'à Madagascar, est-ce que l'Afrique est prête aujourd'hui ou on est simplement dans le rêve? Parce que économiquement,
est-ce que ça marche? Aujourd'hui, on parle de technologie. Est-ce que nous sommes à la pointe des choses? Bon, on ne peut pas dire que nous sommes vraiment à la pointe de choses, mais ce qui est sûr, c'est que nous sommes dans une perspective de relèvement. Le temps nous manquerait si on devait indiquer aujourd'hui comment est-ce que l'Afrique est en train de... Aujourd'hui, c'est l'armée rwandaise qui est appelée à la rescousse en Centrafrique et au Mozambique pour aller sécuriser la production gazière, parce que le gaz, l'Europe en a besoin aujourd'hui. Hein. C'est vraiment d'actualité. Les généraux rwandais sont à l'Élysée. Donc, l'Europe a conscience de cette Afrique, et ceux qui ont suivi le discours du président Macron dernièrement aux ambassadeurs français dans le monde entier, ils sont conscients de ce qu'il y a cette montée de l'Afrique qui est en train de venir. Ce qui reste, c'est comme a dit pertinemment mon frère Obambe Ngakoso, c'est que une décision s'en suive. Il faut bien que les politiques prennent le relais de l'élite. Hein. On a vu comment la Révolution française a éclaté au XVIIIe siècle. C'est d'abord les philosophes, etc., qui ont publié, et puis après, bon, boum, et les politiques ont décidé, et voilà, là où ils en sont aujourd'hui. On voit ce bouillonnement qu'il y a ici au niveau du studio 210. Nous pensons que c'est fait pour que, quelque part, les gens prennent une décision et que nous puissions, et pour le cas du Congo, c'est bien plus vrai, parce que nous pensons que ça va passer par le regroupement des élites. Il faut qu'il y ait un rassemblement des élites, et à ce moment-là, on va faire ce qu'on va appeler une espèce de hiérarchisation. Hein. On va regarder lesquels sont dans la tradition, lesquels sont dans le culturel, et donc hiérarchiser les élites et produire les paradigmes novateurs à la dimension des enjeux, parce que les défis veulent que ce soit l'Afrique qui produise les paradigmes. Vous voyez, l'Europe a produit la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale, ils veulent nous amener à une Troisième Guerre mondiale. Non, ça ne sera pas avec nous. Ils la feront pour se détruire, mais tant mieux. Si c'est pour que l'Afrique puisse prendre les rênes de l'histoire pendant qu'ils sont en train de s'affaiblir. Et c'est ce qui se passe là. Parce que la Russie affaiblit l'Ukraine, la Russie s'affaiblit elle-même, et les sanctions vont affaiblir la Russie, les sanctions vont affaiblir l'Europe. Vous voyez qu'il y a comme une main intelligente sous-jacente qui est en train d'agir pour affaiblir un pôle, mais c'est pour qu'un autre pôle prenne le relais de l'histoire, sinon la roue de l'histoire va s'arrêter. Et c'est l'Afrique, et en particulier l'Afrique centrale. Et en cela, on a été aidé dans notre analyse par la sortie du film Black Panther, qui met l'Afrique centrale au cœur des enjeux mondiaux. Ça, ce n'est pas un film produit par Tantampion ou X ou Justement, Y. les films sont là, les théories aussi, elles existent. Ici, dans le studio 210, justement, vous l'avez subtilement rappelé, mais lorsque je regarde, nous avons des gens comme le GPS, le Grand Prêtre solaire de Pointe-Noire, nous avons la Sentinelle, nous avons vous-même Serge Bienvenu Mbungu, Obambe Ngakoso, nous avons les Ngunza avec en tête ceux qui sont avec Malonga Mambala. Tous ces gens-là, vous venez avec, dans vos différents courants, on nous parle de nouvelle civilisation, nouvelle écriture. Aujourd'hui, est-ce que c'est possible que ce relèvement de l'Afrique, puisque vous parlez par exemple de l'Afrique centrale, se fasse alors que les Africains continuent d'user, de s'exprimer, d'utiliser la langue coloniale en mettant, je pense, à côté, on regarde parfois même avec mépris ses propres langues. Est-ce que ce relèvement-là se refera avec la monnaie coloniale? Ce relèvement-là, est-ce que ça se fera avec, j'ai pas envie de dire la pensée, mais le pensée occidental? Qu'est-ce qu'il faille faire? Parce que déjà nous-mêmes, nous ne sommes pas, on n'a pas de fondement à l'école. Notre système éducatif, ce n'est que le reflet de l'Occident. Quelles sont les astuces? Bon, en tout cas, je suis très content que vous disiez cela parce que vous avez donné les réponses en fait à votre propre question. Enfin, à vos propres questions. La Finlande a été occupée par la Suède. Et quand on occupe un pays, on impose sa langue. Tous les Finlandais parlent le suédois. La Finlande a été occupée par la Russie, mais il y a bien longtemps. Une partie des Finlandais, à l'époque, parlaient le russe. Lorsque les Finlandais sont redevenus indépendants, ils n'ont pas viré la langue suédoise. Ils ont instauré le bilinguisme à l'école et dans l'administration.
il était autorisé de travailler, de parler en suédois et en finnois. Avec le temps, le suédois a été relégué en seconde zone. La langue de l'administration finlandaise est le finnois. Ça, c'est un cas. Vous prenez les 22 républiques qui composaient l'URSS. Le russe était imposé comme langue officielle. Bien que l'URSS ait été dirigée, par exemple, par un Géorgien comme Staline, il n'a pas cherché à imposer la langue de chez lui. Parce que la bêtise à commettre par certains Africains, c'est ça. Je viens de tel coin, j'arrive au pouvoir, je cherche à imposer ma langue. Non. On impose la langue ou on propose la langue qui va correspondre le mieux aux aspirations, à la majorité. Staline a dirigé le pays pendant 29 ans. C'est le russe qui est demeuré la langue officielle de toute l'URSS. Quand l'URSS éclate, dans toutes les ex-républiques soviétiques, on a continué à travailler en russe. Et progressivement, les langues de ces pays, le géorgien, l'ukrainien et autres, ont repris leur place. Donc, à un moment donné, quand on pose ce genre de constat, il faut créer les outils pédagogiques, des DVD, des CD, des clés USB avec tous les manuels possibles. Et progressivement, vous verrez, on n'a pas besoin de magie. Les Rwandais, Kagame, le Rwanda, la majorité de la population, enfin la majorité de l'élite parle français. Kagame ne parle pas français. Il a grandi en Ouganda où on parle anglais. Il a été formé en partie aux États-Unis. Il parle comment à ses compatriotes? Il parle dans les langues de chez eux, en Kinyarwanda, et en anglais. Donc, à un moment donné, quand on se pose les bonnes questions, on a les bonnes réponses. Oui, ce que vous dites est vrai. Nous avons un certain mépris. Il m'est arrivé, dans certains studios de télévision, de dire des mots en lingala. Dans une émission, on parle en français. On me dit non, en français, s'il vous plaît. Parce que, oui, c'est un réflexe, il faut comprendre. Et il y avait le symbole. Les Blancs ont mis le symbole chez eux, les Français. Ils ont fait la même chose chez nous, dans les villages. Moi, je n'ai pas connu ça parce que peut-être enfant de la ville. Mais dans les villages, pendant que moi, j'allais à l'école ici, il y avait des symboles. On mettait les matières fécales autour du cou pour celui qui parlait autre chose que le français. Nous devons arrêter avec ça. Et il faut plus d'émissions parce que vous aussi, ce n'est pas vous qui êtes décideur, mais quand vous mettez le journal télévisé de 20 heures en français, c'est un signal qu'on vous envoyait. Lingala Kituba, ça passe avant, à l'heure où personne ne regarde la télévision. Mais faisons en sorte de telle sorte que lundi, 20h journal en Lingala, mardi, 20h journal en Kituba. Alternativement, on n'est plus obligé de mettre aujourd'hui le journal de 20h en français. Ce sont des décisions que l'on peut prendre si on désire le faire. Vous allez au Niger. L'écrasante majorité de la population ne parle pas le français. Tous les partis politiques peuvent s'appeler PSD quelque chose, SDC quelque chose. Il y a un tiré et il y a un nom en Haoussa. Parce que tout le monde au Niger parle le Haoussa. Pourtant, le Haoussa n'est pas la langue de tous les Nigériens. Mais le Haoussa a fini par s'imposer. Et donc, quand on fait un meeting politique et qu'on veut attirer du monde, on n'a pas besoin de dire, nous, le RFD, machin, on dit simplement, Nassara sera présent. Et les gens comprennent, ils viennent. Et la plupart du temps... Pourtant au Congo, au niveau du Parlement, il est permis aux parlementaires de s'exprimer dans nos langues nationales, mais personne ne semble... Mais parce que vous avez dit, d'une part, il y a le mépris, et d'autre part, il y a aussi, il faut être honnête, la question de la formation. Moi, j'étais sidéré, parce que vous savez, quand on est petit, les grandes personnes, on les prend comme des dieux, des femmes, des déesses. J'étais surpris de me rendre compte que des gens qui avaient des doctorats, qui parlaient un français extraordinaire, qui parlaient leur langue, qui étaient nos villages, qui parlaient leur langue de façon extraordinaire, étaient incapables de s'exprimer en lingala, en kituba. Je ne comprenais pas ça. Et après, ils m'ont expliqué, mais ils m'ont dit, mais comment veux-tu que j'apprenne le lingala? Je quitte le village avec mon BPC ou avec mon CEP, j'arrive à Brazzaville, je suis à l'internat, nous parlons tous français, dans la rue, un tout petit peu de lingala, je vais en France, je fais 10-20 ans, à quel moment veux-tu que j'apprenne le lingala ou le kituba? C'est une réalité. Mobutu parlait aux Aïrois en lingala. Nyerere, l'un des plus grands panafricanistes que l'Afrique ait connu, pendant 40 ans de vie politique, a toujours parlé en Kiswahili aux Tanzaniens. Et quand on lui posait la question, il disait, mais si je me mets à parler en anglais, qui va me comprendre? Pourtant, c'était un instituteur, formé en Écosse, un homme brillant, qui parlait un anglais, je dirais, à la limite de la perfection. Et les Occidentaux savent que lorsque nous sommes mis dans les mêmes conditions qu'eux, on est souvent meilleur. Il parlait toujours dans la langue maternelle. Merci beaucoup. Il nous reste 3 minutes. Je vous le concède, pasteur Bienvenu Mbungu, pour dire le mot de fin autour de cette question. Bon, merci beaucoup une fois de plus au studio 210 qui nous donne l'opportunité de lancer un appel aux élites. Nous le constatons. L'Amérique est partie de l'Afghanistan pratiquement en courant.
On voit l'Amérique quitter l'Ukraine pratiquement à la sauvette et la Russie qui est en train de défier le monde entier, pas parce que la gouvernance du monde revient à la Russie, mais parce que la Russie est consciente que l'Occident, c'est fini, sauf que ce n'est pas à la Russie de distribuer les caps de la géopolitique internationale aujourd'hui, mais la Russie le fait faute de mieux, ce qu'on appelle le pis-aller, l'Afrique, qui devait être ce continent qui maintenant allait prendre les rênes, dort encore, mais le processus est engagé. Et l'Afrique centrale a une grande responsabilité parce que c'est à elle qu'il revient le rôle de détonateur. Et nous l'avons souvent dit ici, le Congo en particulier. Et c'est peut-être l'occasion de lancer un appel à nos dirigeants et en particulier à notre chef de l'État. Parce que sa carrure panafricaine devra compter maintenant. Il faut rassembler, c'est ce qu'il a toujours fait. Il a rassemblé l'élite culturelle ici, avec le symposium anti-apartheid. Il a rassemblé l'élite scientifique ici. Il est question que nous puissions hiérarchiser les savoirs pour produire, évidemment, les paradigmes novateurs à l'aune des défis à relever. Et rappelez-vous, en 2020, nous étions ici, au studio 210, nous avons interpellé la conscience du chef de l'État par rapport à son leadership continental. Nous avons dit, oui, M. Kagame a un leadership efficace, mais ce n'est pas à lui qu'il revient de... Ce ne sont pas des choses qu'on s'improvise de faire. Il y a une dimension prophétique. C'est l'Afrique centrale. Nos amis américains qui ont fait Black Panther, ce n'est pas des Congolais de Brazzaville ou de Kinshasa, mais ils ont dit que c'est l'Afrique centrale. Oui, dans une certaine mesure, le Rwanda fait partie de cet ensemble géopolitique, mais c'est le Congo-Brazzaville. Et je crois savoir que c'est un des rôles que notre chef de l'État devra jouer maintenant, implémenter cette responsabilité continentale qui revient à l'Afrique centrale et au Congo en particulier, pour permettre aux élites africaines de produire justement les paradigmes dans la culture, je sors là d'un séminaire d'atelier de renforcement de capacité à Avouela, où nous sommes en train de mettre en valeur nos langues. Donc, il y a un travail qui se fait. Est-ce que c'est possible, il reste quelques secondes, est-ce qu'il est possible que l'Afrique centrale, puisque vous dites que c'est le point de départ, l'Afrique centrale, le Congo, rate ce rendez-vous avec l'histoire, même si cela a des relents prophétiques? Bon, nous avons programmé une conférence pour l'année prochaine. Vous savez que 2023, c'est le 60e anniversaire de l'Union africaine. En tant que Congolais de Brazzaville, en tant que société civile, nous avons programmé ce qu'on va appeler la conférence du jubilé africain. Nous comptons impliquer et la société civile et les décideurs publics pour que nous puissions impulser une certaine dynamique. Nous croyons que ça peut être l'occasion pour nous de rebondir dans l'arène des peuples et imposer l'Afrique centrale dans cette Afrique qui se lève, parce qu'on ne dira jamais assez, nous sommes au temps de l'Afrique, pour ne pas dire maintenant l'Afrique. Maintenant l'Afrique, maintenant c'est l'Afrique. Merci Obambe Ngakoso. Je rappelle que vous êtes écrivain et panafricaniste, surtout un habitué du studio 210. Serge Belvelu Mbongo, vous êtes pasteur, écrivain et panafricaniste, habitué du studio 210. Et vous êtes aussi un des lauréats des prix Studio 210 que nous organisons souvent. Et on vous dit merci pour nous avoir accordé de votre temps pour ce plateau Art et Âme, Studio 210 continue. La suite du programme, je veux me permettre de regarder ici. Voilà. La suite du programme, c'est donc le livre du dimanche avec Eugène Ruffin-Bouya, auteur de Transformation digitale. Je vous laisse donc suivre.